La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 13. La pierre de soleil. J'avoue que je m'attendais à la voir arriver avec une tonne de bagages. Non, juste une valise de taille plus que raisonnable et sa mallette de cuir, dans laquelle elle a dû ranger ses carnets et quelques dossiers. Elle dénoue ses bras de mon cou et me rend mes lèvres. Ses yeux bleus pétillent de joie. Elle se mettrait à danser ou à sauter sur place que je n'en serais pas surpris. On dirait une enfant devant un sapin de Noël. Elle me tient à bout de bras et me regarde comme si elle voulait mémoriser chacun des traits de mon visage et chaque détail de la tenue qu'elle ne m'a encore jamais vu porter. Alors c'est ça ta tenue de brousse ? Une petite moue de déception. Je ne vois ni le chapeau ni le fouet. Pardon ? Mon air ébahi doit être plus que comique. Elle rit. N'est-ce pas ainsi que sont équipés tous les aventuriers depuis qu'Indiana Jones a lancé la mode ? Tandis que je dépose nos valises une à une sur le tapis de pesée, elle présente nos passeports et billets à l'hôtesse du comptoir d'enregistrement. La jeune femme au sourire stéréotypé demande « Vous voyagez ensemble ? » Nat me prend le menton et lui présente mon profil. Oui, bien sûr. Dites, vraiment, vous ne trouvez pas qu'il ressemble tout de même un peu à Indiana Jones ? Avec le chapeau, ce serait plus net. Jusque-là très professionnelle, l'hôtesse a vraiment beaucoup de mal à garder son sérieux. Ses yeux la trahissent. Certainement, madame. Avec le chapeau, on ne pourrait s'y tromper. Mimique triomphante de Nathalie. Ha ! Tu vois, j'en étais sûre. Jusqu'à ce que la réplique de l'hôtesse la cloue sur place. D'ailleurs, je vous avais prise pour Marion Ravenwood. Le coup de pied que je reçois dans les tibias me dissuade de surenchérir. Elle se penche discrètement vers moi, mais de manière à être entendue de l'hôtesse. Si l'un de vous esquisse ne serait-ce que l'ombre d'un sourire, je choisis un siège à l'autre bout de la cabine. Regard et mine imperturbable de l'hôtesse qui fait semblant d'avoir un problème avec son stylo. Siège 1A et 1B. Cela vous convient-il ? Ou dois-je... Ce sera parfait. Et, compliment pour compliment, je suis certaine qu'avec les cheveux courts, vous ressembleriez comme 2 gouttes d'eau à Sylvia Christel. Vous êtes l'incarnation même d'Emmanuel. Vous êtes ravissante. Le sourire et le regard qui appuient chaque mot sont si troublants que l'hôtesse en rougit. Sa main tremble un peu lorsqu'elle tend les cartes d'embarquement à Nathalie. Merci, madame. La compagnie UTA vous souhaite un excellent voyage. Madame, monsieur. Je prends le bras de Nat et l'entraîne vers la zone d'embarquement et le contrôle de police. Dis-moi, tu l'as draguée ou j'ai rêvé ? Elle tourne la tête vers moi et d'un petit air innocent. Ah, tu as remarqué ? Elle était mignonne, non ? Elle éclate de rire et la moitié de l'aéroport se retourne vers nous. Je la fixe, interdit. Tu as bu ou tu as pris quelque chose ? Elle s'arrête. Le regard de Nathalie a fait place à celui de Madame la conseillère. Je ne déteste pas boire un bon vin ou un bon alcool de temps en temps. Mais là, je peux te l'assurer, je n'ai rien bu. Le regard de Nathalie revient. Mais par contre, je dois reconnaître... Ses yeux deviennent si doux, ses fossettes me sourient tendrement. C'est Nathalie l'amoureuse, Nathalie l'espiègle. Oui, je suis shootée. Shootée aux endorphines. Mon cœur va exploser. Elle pose sa mallette, noue ses bras autour de mon cou, et c'est le baiser le plus passionné jamais échangé dans un aéroport. La plupart des gens qui nous croisent sourient, et une jeune fille nous fait même un petit signe amical. Nat reprend sa mallette, moi la mienne. Nous approchons du guichet de police. Je prends son bras. J'espère que tu n'as pas l'intention de draguer le policier, parce que là, je crains qu'il n'ait pas le même humour que l'hôtesse, et que nous risquions quelques problèmes. Elle me regarde, aussi sérieuse que la statue de la vertu. Surtout que là, je n'ai pas pris mon passeport diplomatique puisque je suis momentanément détachée à la NASA. Elle rajoute. Ne t'inquiète pas. Bien que j'ai envie de faire la folle,
je ne le suis pas encore complètement. Même si je sais que les policiers français sont moins coincés que les policiers américains, j'évite quand même de les provoquer. Les formalités passées, nous allons patienter dans le salon des premières classes. Je range nos mallettes respectives dans le porte-bagages à côté de nos fauteuils. Je sais que la miniaturisation du matériel électronique a fait d'énormes progrès, mais je doute quand même que tout ton équipement de mesure tienne dans ta seule valise avec tes vêtements. Elle ouvre sa mallette et en retire un petit dossier qu'elle vérifie avant de le remettre en place. Non, bien sûr. Tout a été embarqué en bagages accompagnés sans mention de la NASA. J'ai les accréditations tchadiennes, camerounaises et gabonaises. Tout est OK. Et ne t'inquiète pas non plus pour demain. On a vérifié. Mon matériel Elle rit. et ma deuxième valise entrent bien dans votre Piper Aztec. Elle a débité sa checklist avec un petit sourire, sachant combien je suis méticuleux. Trop parfois, au point d'en être un peu lourd. J'essaie maladroitement de justifier ma manie de tout vouloir contrôler. Je préfère être sûr parce que Zoro ne plaisante pas avec la sécurité. Elle hausse les sourcils, interdite. Zoro? Qui est Zoro? À mon tour de rire à la tête qu'elle fait. Elle se demande si je n'ai pas déjà pris un coup de chaleur. Zoro est le surnom de notre pilote. On ne sait plus trop qui le lui a donné, mais c'est parce qu'il a la réputation d'arriver pile pour dénouer des situations parfois difficiles et d'être capable de poser son avion n'importe où. C'est le meilleur pilote de toute l'Afrique centrale, et il connaît le Tchad comme sa poche. Nathalie se détend. C'est rassurant parce que je te l'avoue, je n'aime pas trop voler sur de petits avions, même avec deux moteurs. Tu verras, demain on décolle à l'aube, parce que dans la journée, la chaleur génère des problèmes de portance. Un lever de soleil à 3000 mètres est une expérience que tu n'oublieras pas de sitôt, et je suis sûr que tu en redemanderas. Les annonces nous informent que l'embarquement a commencé, mais nous avons le temps, les premières classes embarquent en dernier. Nat revient à la charge. Zoro. Zoro. Ce monsieur a bien un nom tout de même. Je ne m'imagine pas demain, la main tendue. Bonjour Zoro. De quoi aurais-je l'air? Je suis embarrassé. Bah, c'est-à-dire, oui, il a certainement un nom, mais personne ne le connaît, et tout le monde l'appelle Zoro. Nat hoche la tête. Ok, j'attendrai que tu fasses les présentations. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Pourquoi ris-tu? Parce que je n'aurai rien à faire. C'est lui qui va s'avancer vers toi, la main tendue. Salut, moi c'est Zoro, et vous? Serre-lui la main et réponds-lui Salut, moi c'est Nathalie. Et l'affaire sera bouclée. Nathalie prend un air résigné. C'est vrai. Ce soir, je change de planète. Autant m'y faire tout de suite. Un peu plus de 4 heures de vol qui ont passé si vite. Le DC-10 amorce déjà sa descente sur Djamena. Arrivée prévue à 16h45 en heure locale. Il reste donc un peu moins de 2 heures avant que la nuit tombe. Le temps de faire un rapide tour de ville pour que Nat puisse avoir un aperçu de la capitale. Et nous rejoindrons ensuite le Novotel, la Tchadienne, où nos chambres sont réservées. Par l'intercom de bord, la voix désincarnée de notre hôtesse nous annonce l'arrivée imminente sur Djamena. Nathalie prend ma main et la serre très fort. Aucune appréhension dans son geste, juste me dire son excitation et sa joie de passer 5 semaines avec moi, sur ce continent qui n'est encore pour elle qu'un monde imaginaire. Elle se penche à mon oreille et son odeur monte jusqu'à moi. Un cocktail si doux, d'amour et de tendresse. Je pense très fort à Peter. Nous aurons tellement d'histoires magiques à lui raconter à notre retour. Un coup d'œil par le hublot et elle revient à son propos. Sans compter celles qu'il voudra qu'on lui répète 1001 fois. Il ne cesse de parler d'Afrique depuis qu'il a fait ta connaissance. Et il lit sur le sujet tout ce qui lui tombe sous la main. Elle m'embrasse dans le cou et reste blottie contre moi. J'en profite encore un petit peu parce que dès que nous aurons atterri, il faudra que nous gardions nos distances par rapport à tes collègues. Elle ajoute avec une intonation plus rauque dans la voix. Sauf la nuit, quand tu viendras me rejoindre. Je ne peux retenir un petit rire que Nat me fait payer aussitôt en me pinçant un téton à travers ma chemise. C'est la perspective de faire l'amour avec moi qui me vaut ce rire moqueur? Non, aïe, lâche mon téton. C'est que tu puisses croire que les plantations sont des paradis et ceux qui y travaillent des anges.
Nous n'aurons pas plutôt atterri que toutes les sociétés du groupe se délecteront de la nouvelle que Jean-Rine voyage avec une magnifique femme blonde et qu'elle est sûrement sa maîtresse, et patati et patata. Le visage de Nat se rembrunit. Ah bon? Et cela n'aura pas de conséquences? Je la rassure. Aucune. Et de toute façon, tu ne pourras pas empêcher les gens de jaser, d'autant que nous serons certainement logés dans la case VIP de chaque plantation. Il n'y a pas d'autre hébergement possible, et ce ne sera pas la première fois que des messieurs et des dames occuperont les cases de passage en même temps. De toute façon, chaque chambre est totalement indépendante, avec ses propres toilettes et sa propre salle de bain. Un mini-hôtel en quelque sorte. Nathalie étouffe un petit rire. Ah bon? Je suis rassurée, cela m'aurait ennuyé de partager ma salle de bain avec un inconnu. Le même lit, je veux bien, mais pas au-delà. Nous partons dans un fou rire, interrompu par l'hôtesse qui annonce un atterrissage imminent, aussitôt confirmé par la sortie des aérofreins. L'avion se met à vibrer et nous entendons distinctement le bruit des pompes hydrauliques qui commandent les volets. L'avion perd rapidement de l'altitude. Nathalie colle son nez au hublot et, sans s'en rendre compte, me broie la main et me secoue le bras. Regarde, mais regarde, c'est incroyable. Pour avoir fait ce vol des dizaines de fois, je sais ce qu'elle voit. En approche côté Cameroun, l'avion survole la petite ville de Kousséri. Il descend sans que l'on aperçoive encore la zone dégagée, qui d'habitude précède la piste. Nous sommes à 300 mètres au-dessus de petites maisons de torchis et de ruelles dans lesquelles on aperçoit les gens le nez en l'air et des enfants qui courent pieds nus dans la poussière. Tout à coup, très vite, nous passons le ruban argenté du Logan. L'avion descend encore et Nathalie me broie les phalanges. Il est vrai que, pour quelqu'un qui fait cet atterrissage pour la première fois, la sensation est prégnante. Nous devons être à 50 mètres à peine au-dessus des toits. Et tout à coup, sans transition, plus de maison. La piste est là. Les roues de l'appareil touchent immédiatement avec ce crissement caractéristique de la gomme malmenée qui précède le tonnerre des réacteurs sur full reverse. Sous l'effet de la décélération, l'avion vibre fortement, puis tout s'apaise. Nous ne roulons pas très longtemps. L'avion s'immobilise ensuite, devant un bâtiment quelque peu fatigué, à l'enseigne estropiée. Nathalie reste le nez collé au hublot, complètement sidérée par ce qu'elle vient de voir et par la scène qui se déroule sous ses yeux. Tandis qu'un camion passerelle brinque-ballant s'approche de l'appareil, un de nos stewards ouvre la porte extérieure de façon à permettre à l'engin de déployer une passerelle hydraulique à la stabilité douteuse pour la positionner contre l'avion. Nathalie m'interroge du regard. C'est par là que nous allons descendre? À ce même moment, une troupe d'une quinzaine de soldats dépenaillés, mais armés jusqu'aux dents, se déploie autour de l'appareil. Procédure habituelle pour les voyageurs familiers de ce vol, pas pour Nathalie dont l'inquiétude grandit visiblement. Tout en récupérant nos mallettes dans les coffres à bagages, je lui fais un petit signe rassurant. Le sourire timide qu'elle m'adresse doit signifier que je ne l'ai pas tout à fait convaincue. Les passagers de première classe descendent d'abord, et nous sommes donc les premiers à nous engager sur la passerelle, qui tangue un peu sous notre poids. Visiblement, Nat n'emmène pas large, mais je tiens son bras fermement, et elle me suit courageusement jusqu'en bas des marches, pour faire enfin son premier pas sur la terre d'Afrique. Je l'avais repéré tout à l'heure en descendant. Hissène, le chauffeur et homme à tout faire de la direction de la SST, Société sucrière tchadienne, est bien là, au pied de la passerelle, accompagné d'un tout jeune homme, son petit sans doute. C'est ainsi que l'on appelle un peu partout en Afrique l'apprenti d'un chauffeur confirmé. Non rémunéré par l'entreprise, il dépend exclusivement du grand frère, chargé de le former et de le nourrir en échange d'une disponibilité permanente. Hissène s'avance vers nous et nous salue avec cette voix et cet accent inimitable particulier au Toubou. Monsieur Rin, Madame Locklin, soyez les bienvenus à N'Djamena. Mon nom a été épargné, mais il a complètement massacré celui de Nathalie, bien trop déconcertée par tout ce qui l'entoure pour s'en formaliser. Elle qui pensait débarquer sur une autre planète, elle est servie. Tout ce monde qui s'agglutine au pied de la passerelle, les voix gutturales, la chaleur, les odeurs, elle vient de sauter à pieds joints dans la 4e dimension. Un signe de tête d'Hissène, et le jeune homme qui l'accompagne nous ouvre le passage vers un petit bâtiment qui jouxte celui de l'aéroport. Le salon VIP est le seul local à être climatisé. Enfin, en principe, parce qu'aujourd'hui,
Constat désabusé d'Hissène. La clim est gâtée. Il nous installe sur des banquettes affaissées, au tissu poussiéreux, et nous demande nos passeports, nos ordres de mission et nos tickets de bagages, puis disparaît rapidement par une porte dérobée. Il fait 2 fois plus chaud à l'intérieur qu'au pied de la passerelle, et la quasi-totalité des fenêtres, ou de ce qu'il en reste, étant occultées par de grands panneaux de contreplaqué, seule une partie du local est éclairée. Au fond, dans la pénombre, les vestiges d'un bar et quelques fauteuils, aux sky éventrés, rangés le long du mur. Nathalie roule des yeux effarés et n'ose poser la moindre question. Je me dis que j'aurais dû être plus précis pour lui décrire l'environnement qu'elle allait rencontrer. De peur de se salir, elle est assise sur une demi-fesse au bord de la banquette. Je me penche vers elle avec le sourire du collègue, parfaitement décontracté, pour qui tout va bien. Hissène est le chauffeur de la direction chargé de l'accueil VIP. Il est parti faire viser nos passeports et récupérer nos bagages. Il ne devrait plus tarder. Je rajoute, hyper rassurant. Il est très efficace. Elle me regarde avec le sourire contraint de quelqu'un qui se demande si elle ne va pas refaire le chemin en sens inverse et courir se réfugier dans l'avion. Je n'ai pas le temps de lui dire la petite phrase dont elle semble avoir le plus grand besoin, qu'Hissène est déjà là avec son petit. Il nous rend nos ordres de mission dûment tamponnés et nos passeports avec un visa d'affaires valable 15 jours. J'aide Nathalie à se relever. On y va, les bagages sont chargés. Je suppose que vous n'aurez rien contre une bonne douche, mais juste avant, je vous propose un petit tour de ville. Je lui fais un clin d'œil pour appuyer mon passage au vouvoiement qui, désormais entre nous, sera de rigueur en public. J'ai envie de rajouter que nous pourrons nous tutoyer en faisant l'amour, mais compte tenu de l'état de sidération dans lequel elle se trouve, je crains fort que ma plaisanterie ne tombe complètement à plat. Dehors, rangé le long du trottoir, ou ce qui en tient lieu, un Nissan Patrol blanc aux vitres teintées, et juste devant, un pick-up double cabine Toyota, à l'arrière duquel sont chargés nos bagages, que le petit s'apprête à bâcher, pour leur épargner autant que faire se peut la poussière de latérite des rues de la ville. Pour la première fois depuis que nous avons franchi la porte de l'avion, Nathalie a une réaction autonome, et je dirais professionnelle. Excusez-moi. Elle lâche mon bras et se dirige vers l'arrière du pick-up. Abdel, c'est le nom de l'apprenti, suspend son geste. D'un rapide coup d'œil, Nat vérifie que tout son matériel est bien là et en bon état. 2 grosses malles métalliques, 2 autres à peine plus petites, 2 mallettes et une DLC bleue, sa deuxième valise. Elle vérifie l'intégrité des serrures, puis se tourne vers moi. Ça y est, elle a enfin émergé de l'état de transe dans lequel elle était plongée depuis la sortie de l'avion. Et nos bagages? Je lui souris. Dans le Patrol. Votre matériel va être stocké et gardé en lieu sûr, pour la nuit, dans un entrepôt de la société. Nous le retrouverons demain matin au chargement, avant de décoller pour la plantation. Hissène s'installe au volant et nous montons tous deux à l'arrière, sur la vaste banquette du Patrol, dont la clim, elle, n'est pas défaillante. Les 2 véhicules démarrent en même temps et se suivent, jusqu'à ce que nous abordions les quartiers résidentiels, en bordure du Logon, que nous avons survolé tout à l'heure. Le pick-up continue tout droit, tandis que nous obliquons sur la gauche vers le centre-ville. Les rues y sont de plus en plus animées, et Hissène est bientôt obligé de se frayer un passage à coups de klaxon, dans une foule bigarrée et bruyante. Dans un vacarme de pétarades de moteurs mal réglés, piétons, mobylettes et voitures brinque-ballantes se mêlent, se croisent et s'entrecroisent, au mépris des règles de circulation les plus élémentaires. Nathalie est fascinée par le spectacle. Je me penche vers elle. J'ai demandé à Hissène de faire un tour en ville avant que la nuit tombe, pour que vous ayez une idée de ce qu'est la capitale du Tchad. Par-dessous sa veste qu'elle a posée entre nous sur la banquette, je prends sa main discrètement. Je suis tellement heureux d'être là avec elle. J'ai besoin de m'assurer que je ne rêve pas. Ses doigts répondent à la pression des miens. C'est l'instant parfait. Nous sommes sur l'avenue de Gaulle, et quelques centaines de mètres après la mosquée, le Patrol tourne à gauche et se gare devant une boutique, un peu différente de celle construite de briques et de brocs, qui borde chaque côté de la rue. Bijouterie Alassane Diaye. Je lui explique. C'est le quartier sénégalais. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Elle esquisse un geste pour prendre ses affaires. Non, laissez, vous n'en aurez pas besoin. Et Hissène reste dans la voiture. Je l'aide à descendre.
Le contraste avec l'air climatisé du véhicule est saisissant. Nous sommes instantanément enveloppés de chaleur et de poussière, mais cet instant est bref. La guidant par le bras, je l'amène devant la boutique, dont la porte vitrée s'ouvre toute seule. Nous étions manifestement attendus. Le jeune garçon qui nous a ouvert referme derrière nous et d'un signe de la main nous invite à avancer. Il fait sombre dans la boutique, sombre et frais. En dehors de quelques appliques à l'éclairage plus que chiche, les seules zones de lumière sont les présentoirs à bijoux qui débordent de pectoraux, colliers, broches, bagues et bracelets d'or et d'argent. Une voix de basse sort de l'ombre. « Jean, mon ami !» Il est si noir que ni Nat ni moi ne l'avions vu. Drapé dans un boubou bleu nuit, une gigantesque silhouette s'avance. Il a peut-être les cheveux grisonnants, mais doit faire 2 mètres et peser près de 120 kilos. « Ah, quand Hissène m'a dit la semaine dernière que tu serais de passage à N'Djamena, je savais que tu viendrais me voir. » Je prends la main de Nathalie pour qu'elle s'avance. « Bonjour Alassane, je te présente Nathalie. » Il se tourne vers elle, l'émotion perce dans sa voix. « Jean, tu me l'as amené ?» Ses grands yeux noirs fixent les grands yeux bleus de Nat, ses grosses lèvres et ses grandes mains tremblent. Il fait alors un geste que jamais les Africains ne font envers une femme sans y être invités. Il avance sa main, prend la petite main blanche de Nathalie dans sa grosse patte noire et l'élève dans la lumière. Le diamant, lui, d'un bref éclat. Le regard d'Alassane va de la pierre au visage de Nat. « Tu vois, Jean, c'est sa pierre. J'étais sûr que c'était elle. » Sa main dans la main du géant, Nathalie est complètement perdue. Ne sachant quel comportement adopter, elle cherche mon regard. Elle y lit mon bonheur de la voir ici et maintenant, si belle, si rayonnante, que tous les bijoux des présentoirs paraissent bien ternes comparés à l'or de ses cheveux, aux opales de ses yeux, à la douceur de son visage. Son sourire répond au mien, et elle abandonne sa main dans la grosse main noire du géant, qui nous entraîne au fond du magasin. Alassane nous fait pénétrer dans une pièce aux fenêtres masquées, par de lourds rideaux, soigneusement tirés, pour garder la fraîcheur que dispense généreusement un immense climatiseur. Au sol, d'épais tapis, au milieu desquels trône une grande table basse entourée de fauteuils et canapés, jonchés de coussins de velours finement brodés. La pièce est grande, peut-être autant que la boutique, mais il a suffi qu'Alassane y pénètre pour que tout à coup elle rétrécisse. Le jeune garçon est resté sur le seuil, un ordre bref en wolof, et il disparaît. « Mes amis, aujourd'hui est un grand jour. Jean a amené Nathalie, la fille du soleil. » Il a rendu sa main à Nathalie, mais la contemple toujours comme la 8e merveille du monde. « Assieds-toi près de ton homme. » Il nous désigne un canapé et s'assied en face de nous, étalant majestueusement son boubou autour de lui. Il sourit à Nathalie. Son visage d'ébène est illuminé de plaisir. « Merci d'être venu jusqu'à ma maison. Tu y seras toujours la bienvenue. » Je regarde Nathalie du coin de l'œil. Malgré son air perdu, je la sens très attentive. La voix d'Alassane est si basse qu'elle emplit tout l'espace et semble résonner dans nos poitrines. « Aujourd'hui est un grand jour, comme voudraient vivre tous mes frères les forgerons. Autrefois, nos ancêtres faisaient parler les étoiles de la terre, et nous avions cru ces temps révolus. Grâce à toi, la femme aux cheveux d'or, et à mon ami, l'Africain blanc, je sais maintenant que les esprits étaient seulement silencieux. » Il s'interrompt. Le jeune garçon est de retour, avec un grand plateau de cuivre, chargé d'une théière et de 3 tasses serties dans des supports de laiton ciselés. Il dépose le tout sur la grande table basse et repart tout aussi silencieusement qu'il est venu. Avec des gestes délicats dont on croirait incapable une si grande carcasse et de si larges mains, Alassane sert le thé et présente une tasse à chacun. Il se tourne vers Nathalie. « Je savais que Jean était de passage à N'Djamena et qu'il viendrait me voir, mais ce que j'ignorais, c'est que tu l'accompagnais. » Il porte la tasse à ses lèvres et boit, ou plutôt aspire une gorgée de thé, bruyamment, comme le font tous les Africains, pour, disent-ils, mieux en savourer le parfum et le goût. Il pose sa patte sur mon genou. « Alors Jean, je vois que tu ne lui as rien dit. C'est important qu'elle connaisse l'histoire de ce diamant. »
Il tapote la place à côté de lui sur le canapé. Viens t'asseoir près de moi, Nathalie. Ton homme est trop timide. Moi, je vais te raconter. Il achève son thé dans un bruit d'aspiration satisfait, repose sa tasse et reprend les deux mains de Nathalie, venue le rejoindre. Elle me regarde, affectant un air courroucé, Alors, comme ça, tu me caches des choses. puis, se tournant vers Alassane, à qui elle a définitivement abandonné ses mains, Allez, Alassane, racontez-moi tout. heureux de pouvoir raconter l'histoire dont il sait qu'elle va devenir une légende, de sa belle voix grave, Alassane commence son récit par un claquement de langue. Je crois que je connais Jean depuis 3 ans maintenant. La première fois qu'il est entré dans ma boutique, c'était pour acheter une gourmette pour l'anniversaire de sa fille. Tous les blancs de Djamena viennent acheter leurs bijoux chez moi, car je peux leur reproduire n'importe quel modèle. Donc je connaissais tout le monde, mais lui, je ne le connaissais pas, car il ne vivait pas ici. J'ai vu tout de suite qu'il n'était pas comme les autres blancs. Ces gens qui croient que tout leur appartient. Il avait une passion pour les belles pierres et les bijoux d'exception. Nous pouvions en parler pendant des heures. Je n'avais encore jamais connu de blanc comme lui. On a sympathisé et un jour je lui ai dit « Toi mon ami, tu es blanc dehors, mais tu es noir dedans. » Regard étonné de Nathalie qui n'interrompt pas Alassane. Je lui dirai ce que signifie « blanc dehors, noir dedans ». Chaque fois qu'il venait à Djamena, il passait me saluer, même s'il n'avait rien à acheter. Au début, il ne parlait pas beaucoup, mais il savait écouter. Ça, c'est la façon des sages. Je savais que c'était un sage, mais je ne savais pas que c'était lui le grand chef du sucre, qui venait de Paris, expressément pour contrôler le travail à Sanara. Sans retirer ses mains de celles d'Alassane, Nathalie se tourne vers moi et sourit au grand chef du sucre. Alassane reprend le fil de son histoire. Avec les mois et les années, Jean était devenu mon ami. Mais plus je le connaissais, plus je voyais que mon ami était un homme triste. J'avais remarqué ça depuis le début. C'était un homme bon qui me parlait souvent de sa famille, mais c'était un homme seul et accablé, comme si son esprit était en prison. Pour alléger sa souffrance, j'aurais voulu parler avec lui de ce qui mangeait son âme. Mais c'est difficile quand tu as du respect pour un homme. Je priais mes ancêtres pour qu'ils enlèvent ce poids de son cœur. Et puis, il n'y a pas si longtemps, jamais je n'oublierai ce jour du mois de janvier, où il est entré dans ma boutique. Je savais qu'il devait venir parce qu'il m'avait appelé de Paris. Il m'avait dit « Alassane, je vais venir te voir, il faut que tu me trouves un diamant comme personne n'en a jamais vu. Ce n'est pas une question de grosseur parce que je n'aurai pas les moyens pour le payer. La seule chose que je veux, c'est que cette pierre soit une pierre vivante. Parce qu'elle est destinée à une personne qui est l'espoir, la joie et la vie. » Jamais je ne l'avais entendu parler comme ça, et je n'ai pas compris tout de suite. C'était comme si le soleil et toutes les étoiles du ciel étaient entrées avec lui. Quelque chose lui avait rendu la vie. Sa voix et son regard étaient changés. Il n'était plus le mort qui marche, comme nous disons en Afrique, pour parler de ceux à qui le malheur a mangé le cœur. Alassane ferme les yeux un instant, comme pour se rappeler ce moment. Il a de si grosses mains qu'il ne sent même pas que Nathalie est en train de les lui broyer. De grosses larmes roulent sur ses joues, jusqu'à ses fossettes. Alassane ouvre les yeux, il voit les larmes de Nathalie. « Pleure, ma fille, pleure encore. Tes larmes sont comme la pluie sur la savane. Elles sont la vie. » Nat se tourne vers moi, ses yeux sont noyés de larmes et pleins d'amour. Alassane caresse ses petites mains avec ses grosses pattes. Il poursuit. « Tu sais, ma fille, j'avais trop envie de lui demander d'où venait son bonheur, mais je ne pouvais pas lui poser la question. Ce n'était pas correct. » Alassane rit. Son rire roule comme le tonnerre et emplit l'espace. Nathalie, si près de lui, devrait en être effrayée, mais il n'en est rien. Le rire du géant noir sèche ses larmes, comme le vent chasse les nuages sur la savane. « Alors tu vois, ma fille, je n'ai pas eu besoin de demander, j'ai seulement attendu. Il était tellement heureux que lui, si discret dans la tristesse, pouvait enfin partager sa joie avec son ami. » Alassane resserre à chacun une tasse de thé. Il est si content que jamais il n'a fait autant de bruit en buvant. Il repose sa tasse sur le plateau. La fête est dans ses yeux. Se frottant les mains, il dit « Il ne m'a pas parlé tout de suite de toi.
Il m'a d'abord répété ce qu'il m'avait déjà dit au téléphone depuis Paris. Il était comme un enfant. Il était fou et il m'a dit « Mon frère, je cherche la pierre unique pour une personne unique. Tu connais des diamantaires à Bangui ? Dis-leur de t'envoyer leurs plus beaux diamants. » Puis il est redevenu un peu sage et a rajouté « Dis-leur aussi que je comprendrai s'ils ont besoin de garanties. Ce n'est pas un problème, je les trouverai. » Nathalie se tourne vers moi, désorientée, mais surtout inquiète. La suite la rassure. « Tu sais, ma fille, » dit Alassane, « j'ai ri et je lui ai rappelé que d'habitude, c'était les blancs qui étaient logiques et que s'il voulait que je l'aide, il fallait d'abord qu'il me parle de la personne pour qui il cherchait ce bijou exceptionnel. » Il fixe Nathalie dans les yeux. « Et il a commencé à me parler de toi. D'abord, sa parole a été comme un ruisseau qui court dans les rochers de la montagne. Le ruisseau grossit parce qu'il en rencontre d'autres, et il devient une rivière, puis un grand fleuve qui va vers la mer et que plus rien ne peut arrêter. Le ruisseau, la rivière et le fleuve, c'étaient les émotions de Jean quand il parlait de toi. Rien ne pouvait plus les arrêter. Tu étais le miracle qui lui avait redonné la vie. Alors avec ces mots, il a créé ton image. Tu es venu. Tu étais là, devant nous, avec ton visage, comme ceux qu'on voit dans les églises des chrétiens, tes yeux bleus et tes cheveux d'or. Tu étais là avec l'amour dans ton cœur, l'amour qui a redonné la vie à mon ami. » Il se tait un instant et me regarde. Je ne sais plus où me mettre, mais je sais qu'il a raison. Il doit continuer à raconter à Nathalie l'histoire de la pierre de soleil. Il me fait un petit signe et, de nouveau, se tourne vers elle. Lorsque Jean a eu fini de parler, de dire les mots qui t'ont créé, la lumière est venue dans ma tête, et avec la lumière, j'ai vu la pierre. Je me suis souvenu. Je lui ai dit de s'asseoir. Je lui ai dit que ce n'était pas la peine de téléphoner à Bangui, que j'avais exactement ce qu'il cherchait. Je suis parti fouiller dans ma réserve, et 5 minutes plus tard, je suis revenu avec un petit sachet en pagne. J'ai ouvert le sachet et mis la pierre qu'il contenait dans la lumière sur un présentoir. Je crois qu'il aurait fallu que tu voies la tête de Jean et sa déception. Il a examiné la pierre de toutes les façons et... J'interromps Alassane. Pardon de te couper la parole, mon ami, mais je crois que nous devrions téléphoner à l'hôtel. Parce que l'heure passe et je ne voudrais pas qu'il donne les chambres à d'autres personnes s'il ne nous voit pas arriver. Alassane frappe dans ses mains, puis sur son front. Bien sûr, tu as raison. Tiens, le téléphone est juste sur la table là-bas. Et il y a une liste de numéros avec celui du Novotel. Mais avant que tu les appelles, je voudrais savoir si vous pouvez me faire le plaisir de rester manger le tiep boudienne ce soir. Les femmes préparent et ce sera prêt dans 1 heure. Peut-être que tu peux leur dire que vous viendrez vers 22h, pas plus tard, parce qu'il faut vous reposer. Vous avez fait un long voyage et vous partez demain matin très tôt. Je demande à Nathalie. Tu es d'accord pour le tiep boudienne ? C'est un plat typiquement sénégalais. Tu verras, c'est délicieux. Elle me répond par un sourire et un clignement d'yeux d'approbation. Elle a un peu l'air de planer. Est-ce que ça va ? Tu es fatigué ? Un peu étourdi. C'est beaucoup d'émotions. Je lui fais un petit bisou sur la joue. Les effusions en public ne sont pas de mise chez les Africains. J'appelle le Novotel, explique notre retard. Je raccroche et rassure Alassane. Tout est ok et c'est d'accord pour le tiep boudienne, mais j'aimerais qu'Hissène puisse rentrer chez lui. Il pourra garder la voiture et nous prendre demain à 6h au Novotel, sans oublier d'aller chercher l'assistant de Nathalie devant l'ambassade américaine. Il y a juste nos bagages à récupérer. Un signe de tête d'Alassane. Il se lève, va vers la porte, donne quelques instructions et revient s'asseoir près de Nathalie. Tout est arrangé. Vous me faites vraiment un très grand honneur. Merci beaucoup, mes amis. Cette fois, c'est Nathalie qui lui prend les mains. Elle ignore qu'en Afrique, une femme ne prend pas l'initiative de ce genre de geste. Alassane sait bien qu'elle est américaine et ne s'en formalise pas. Malgré tout, je crois que si c'était possible, on le verrait rougir. Elle lui demande. Je voudrais bien connaître la suite de l'histoire. Pourquoi Jean a-t-il été déçu ? Alassane se tourne vers moi. Vas-y Jean, raconte. Je fais un geste de la main vers lui. Qui d'autre pourrait le faire mieux que toi ? C'est toi qui as su que cette pierre était pour elle, alors même que tu n'avais jamais vu Nathalie. C'est donc à toi de lui expliquer. Parle, nous t'écoutons mon ami. De ce geste élégant qu'ont les Africains,
Alassane ramène un pan de son boubou sur ses genoux. C'est vrai, Jean était déçu. J'ai vu ça tout de suite à sa tête. La pierre était brute, elle ressemblait à un gros caillou, et c'était très difficile de voir ce qu'elle deviendrait une fois taillée. Je l'ai assuré que je ne me trompais pas, que la pierre était très belle, que sa pureté et sa couleur étaient magnifiques, et qu'elle dépasserait même tout ce qu'il pouvait imaginer. Je lui ai dit que j'étais certain qu'avec la description qu'il m'avait faite de toi, il m'était impossible de faire erreur. Et j'ai rajouté que la pierre exceptionnelle que je lui proposais ne pouvait que s'accorder avec la femme exceptionnelle qu'il m'avait décrite. J'ai dit à mon ami, ce diamant lui est destiné et je suis certain qu'il lui appartient depuis la création du monde, depuis que Dieu a créé la terre et les âmes. Il regarde Nat et sourit en roulant des yeux, signe d'admiration. Et quand je te vois maintenant, je sais pourquoi les ancêtres m'ont parlé et ont guidé ma main pour tailler la pierre. Il y a en toi quelque chose de différent, mais les Blancs ne comprennent pas ces choses-là. C'est alors que Nathalie lève ses mains très lentement et les croise sur sa poitrine. Son regard devient fixe, à la fois doux et perçant. Sa voix a changé lorsqu'elle parle à Alassane. Elle lui parle dans une langue étrange. Pour l'avoir déjà entendue, je sais que c'est du gaélique. Masha, tegemo karalat, won mo wahar, dam creative, alsensa avi, enagoni, ha helan mo hui, lihai, mileblian, arishishidu, a jangat, agus, a hre juns, go huil, for agus, and down, a vine. Totan huil, nunanamaha, kokangacha, likyon, nanalen elementi. Marchen is fatal a hushketch, can fa, gerbe, on a clock, show, dum, agus. Elle sourit à Alassane, un de ces sourires qui font que vous avez la sensation qu'elle tient votre cœur dans sa main. Je t'ai parlé dans la langue de mes ancêtres, parce que je sais que toi, le forgeron, même si tu n'as pas compris les mots, tu en as saisi le sens. Elle se concentre un instant. C'est difficile de traduire d'une langue à l'autre, surtout lorsqu'elles sont aussi éloignées par l'esprit et la construction des phrases. Mais en français, j'ai dit à peu près ceci. Moi, je te comprends, mon ami. C'est ma mère qui m'a enseigné les croyances de nos ancêtres qui vivaient dans une grande île du Nord, il y a des millénaires. Elle m'a transmis leur langue et la croyance que l'homme et la terre ne font qu'un. Le cycle des âmes se confond avec celui des éléments. Je peux donc comprendre pourquoi cette pierre est moi, et que moi, je suis elle. Alassane a l'air bouleversé, tout autant que je le suis. C'est comme si Nathalie avait ouvert une porte et avait éclairé pour nous le couloir du temps. Ma fille, quand tu as parlé, j'ai entendu l'océan. J'ai entendu le vent dans les fils là-haut. J'ai entendu l'eau couler sur les rochers et aussi l'orage qui apporte la pluie sur la savane. Je crois que ta langue est une langue magique. Nathalie reprend les mains d'Alassane, comme elle prendrait celles d'un père, avec un infini respect. Cette langue est le gaélique autrefois parlé par tout mon peuple, les Gaëls, depuis plus de 3000 ans. Comme les Africains, ils croyaient que les mots avaient le pouvoir de le créer. Pour cette raison, lorsque l'envahisseur est venu, il nous a imposé la sienne par la force. Aujourd'hui, sur près de 5 millions de descendants des Gaëls, seule une centaine de mille le parlent encore. Tous les autres ont oublié qui ils étaient. Je sais que tu as raison, Alassane. Cette pierre m'attendait, elle m'était destinée. Et lorsque Jean me l'a donnée et que je l'ai mise à mon doigt, elle m'a parlé. Et Jean aussi l'a entendue à travers moi. Elle nous a dit « célébrer la vie ». Et aussitôt nous avons ressenti ce besoin. Nous avons célébré la vie et grâce à la voix de la pierre, cette nuit-là, un homme de bien a retrouvé son âme. On dirait que sa voix devient encore plus grave. Et depuis ce jour, je ressens et j'entends des choses que je ne ressentais ni n'entendais avant. Je sais que cette pierre et mon âme ne font qu'un. Alassane paraît stupéfait. Sa grande bouche reste ouverte, comme s'il n'avait plus de mots. Puis il reprend son souffle. Comment ces choses-là sont-elles possibles ? Nous, les Africains, nous croyons que les Blancs ont des pouvoirs que nous n'avons pas.
mais que nous pouvons comprendre, et que nous avons des pouvoirs que les Blancs, eux, n'ont pas, et ne peuvent comprendre. La voix de Nathalie devient plus douce. Ce n'est pas une question de noir ou de blanc. C'est seulement la possibilité qu'ont des hommes et des femmes d'entendre et de comprendre la voix de l'univers que certains appellent la voix de Dieu. Il y en a qui le peuvent un peu, d'autres beaucoup, et la majorité pas du tout. Alassane n'est toujours pas sorti de son étonnement, et tout autant que lui, je suis envoûté par les paroles de Nathalie. Je dois dire que, même si je l'ai déjà entendu me parler de son ancienne patrie, je suis époustouflé par cette concordance avec la tradition africaine. Le géant ferme les yeux, hoche la tête. Dieu est infini, il tient les hommes dans sa main. Je ne sais comment exprimer ce que je ressens, comment traduire l'instant magique que je viens de vivre. Je dis à Alassane, pour toi l'Africain, ces choses-là font partie de ton quotidien. Pour moi l'Occidental, c'est plus compliqué, mais je comprends ce que tu dis. Je ressens la paix comme si la main de Dieu était sur moi. Nathalie se lève, vient s'asseoir près de moi et prend mes mains. Il y a un long silence. L'instant de fusion s'achève. Le jeune garçon et deux jeunes femmes qu'Alassane nous présente comme ses nièces entrent portant un immense plateau garni d'assiettes, de plats de riz, de légumes et de poissons. Nous avons mangé à l'africaine avec nos doigts et une cuillère. Alors qu'elle n'a jamais mis les pieds en Afrique, on dirait que Nathalie a mangé comme cela toute sa vie. Ses gestes sont précis, élégants et sensuels. Elle rayonne du plaisir d'être là. En mangeant, nous avons beaucoup parlé, et surtout de la mission de Nathalie, dont Alassane s'est montré très curieux. Lorsque nous demandons la route pour regagner notre hôtel, notre hôte nous accompagne au 4x4 qu'il a fait mettre à notre disposition, en nous faisant promettre de revenir le voir. Les adieux sont chargés d'émotions. Je ne sais quelle sensation bizarre me réveille. Je me retourne. Nathalie est assise sur le lit, le menton sur ses genoux, ses bras enserrant ses jambes. Hier soir, spontanément, sans nous concerter, nous nous sommes installés dans sa chambre. Ce qui m'a réveillé est le petit bruit qu'elle fait en reniflant, aussi discrètement que possible. À la faible lueur que laissent filtrer les rideaux mal tirés, je vois son visage mouillé de larmes. Un frisson glacé me parcourt le corps. Je m'assieds vivement, la prends dans mes bras. « Nat, pour l'amour du ciel, que se passe-t-il? Tu ne dors pas? Pourquoi pleures-tu? Je t'en prie, parle-moi. » Je tâtonne sur le chevet à la recherche d'un paquet de Kleenex. Je le lui tends et, inquiet, renouvelle ma question. « Qu'est-ce que tu as? Trop d'émotions? Notre conversation avec Alassane ?» Elle prend mon visage dans ses mains et ses beaux yeux pleins de larmes me regardent éperdument. Oui, c'est ce qu'a dit Alassane. Jamais je n'aurais pensé que tu aies pu t'en souffrir. Mais de quoi parles-tu? Voyons, Nat. Deux autres larmes perlent à ses paupières. Il a dit en parlant de toi, le mort qui marche. Mon Dieu, est-ce possible que tu aies été si seul, si triste, si malheureux que toute espèce de vie t'avait abandonné? Je l'embrasse doucement. Nat, s'il te plaît, ce n'est quand même pas tout à fait ça. J'étais malheureux, certes, mais je ne veux pas que tu aies pitié de moi. Mais je n'ai pas pitié de toi, John, j'ai mal. Je la serre doucement contre moi et enfouis mon visage dans ses cheveux. Tu connais déjà mon histoire, Nat. Et si je devais vivre 2 ou 100 fois pire pour te retrouver au bout du chemin, alors je n'hésiterais pas une seconde. Je referais tout le parcours. Je caresse son dos pour l'apaiser. Et puis, je crois que c'est exagéré de dire que la vie m'avait abandonné. Le mort qui marche, ça, c'est la façon de parler des Africains. La vie ne m'avait pas abandonné. La preuve, j'ai répondu à l'annonce, à ton annonce, et je suis là, bien vivant et heureux dans tes bras. Et tu sais qu'à l'instant où je t'ai vu, tout ça a été balayé, oublié. Te rends-tu compte de tout ce que j'ai vécu avec toi en si peu de temps? J'ai l'impression d'avoir vécu 10 vies en 3 mois. Elle se détache doucement de mes bras et me regarde au fond des yeux. Les siens sont comme le ciel de son île, encore noyé de pluie, alors que tout au fond, le soleil y brille déjà. Je te jure que nous allons vivre plein d'histoires qui nous combleront le corps et le cœur, comme celle que nous avons vécue à Barbizon, en Floride. Il y en aura bien d'autres encore.
Je veux rattraper avec toi toutes ces années de non-vie. Elle fronce les sourcils. Mais je voudrais mieux te connaître encore. Est-ce que tu pourras... Est-ce que je pourrais quoi? Je sais que tu ne m'as pas tout dit. Je le ressens au fond de moi. Et je le vois parfois dans tes yeux. Mais ce n'était sans doute pas le moment où... Ou peut-être parce qu'il n'y a rien à dire? John, je t'en prie, il faut qu'ensemble nous enterrions le mort qui marche. Moi aussi, il y a des choses que je garde au fond de moi. De grandes blessures, mais aussi, depuis mon adolescence, des pulsions dont je n'ai jamais parlé à personne parce que j'avais peur d'être jugée. Tu sais, comme la petite fille à l'école qui faisait exprès d'avoir de mauvaises notes pour être comme les autres. Eh bien, je ne suis pas comme les autres. Je suis même très différente et je le revendique. Je te dirai ce que je revendique. Je te le dirai haut et fort en te regardant droit dans les yeux et je n'aurai pas peur d'être jugée parce que je sais que tu m'aimes. S'il te plaît, je voudrais que toi aussi, tu revendiques ce que tu es. Tu ne seras pas jugé parce que je t'aime. Je l'embrasse. Avec leur petit goût salé, ses lèvres sont douces et tendres. Promis, Nat, je te dirai ce que je suis. Je te dirai mes blessures et je te dirai aussi tout ce que j'ai toujours refoulé au fond de moi pour ne pas être ostracisé. Je te le dirai parce que, qui que je sois, je n'ai pas à en rougir comme tu ne rougis pas de ce que tu es. Encore un bisou sur ses yeux cette fois. Si tu le veux bien, on aura tout le temps dès demain soir. Mais là, il est plus d'1 heure et il va falloir se lever à 5 heures. Il faut que tu dormes. Elle m'embrasse passionnément. Je t'aime comme une folle. J'ai tout juste le temps de lui dire que je l'aime aussi, qu'elle a déjà pris sa position préférée. Le dos tourné, plaqué contre ma poitrine et mon ventre, son sein droit dans ma main gauche, qui lui fait comme un nid. Elle se tortille encore un instant pour bien caler son corps contre le mien. Que c'est bon de la tenir ainsi, abandonnée et confiante. 2 minutes plus tard, elle pousse un profond soupir et s'endort, blottie au creux de moi.